Bienvenue et bravo et merci d'avoir bravé la pluie. Hier, c'était beaucoup mieux, mais voilà. Donc, nous sommes réunis pour parler d'une question que je vous livre telle qu'elle et que vous avez vue sur le programme, former les élites pour assurer le progrès humain. Nous allons d'abord demander à chacun des participants à cette table ronde, sans table ou double table ronde, de dire très rapidement qui il ou elle est, en moins d'une minute, juste pour qu'on puisse vous situer. Ensuite de quoi, il y aura la lecture d'un texte choisi par deux d'entre vous, enfin deux textes, pour dire qu'ils ont rapport avec le thème d'aujourd'hui. Et ensuite, nous allons passer à la discussion. Nous n'attendrons pas la fin pour vous passer la parole, mais de temps en temps, quand on estimera qu'on a fait le tour d'un point ou qu'on en a dit assez sur ce point, on n'aura jamais fait le tour de quoi que ce soit, nous vous passerons le micro pour que vous posiez des questions ou fassiez des commentaires. Merci, Monsieur Pisani. Francis. Moi, je vous appellerai par vos prénoms. Francis. Pardon. Alors, merci, Monsieur Francis. Non, Francis. Sans monsieur. Sans monsieur. Alors, vous voyez un petit peu comme quoi, quand on a certaines... des cheveux blancs. Certaines habitudes, on va les creuser peut-être tout à l'heure à ce niveau, au niveau des valeurs. Je suis Shafika Aguezneh, je suis directrice de la recherche, des études et des relations de partenariat et de coopération à l'École nationale supérieure de l'administration d'Orabat. Voilà, j'ai eu la charge pendant assez longtemps de suivre et de mettre en place des projets pédagogiques au profit de l'élite marocaine en ce qui concerne l'action administrative. Voilà. Très bien. Massimo. Alors, Francis, je suis Massimo Balducci. Pour le moment, je suis professeur à l'école de sciences politiques de l'Université de Florence. J'ai passé ma vie moitié dans la recherche scientifique sur le sujet de la gestion publique et moitié dans la pratique. En tant que consultant, j'étais détaché au bureau du Premier ministre pendant une dizaine d'années, mais aussi dans différents pays. J'ai travaillé dans des administrations allemandes, suisses, belges et françaises aussi. J'ai passé une grande part de ma vie, 24 ans, en dehors d'Italie. Très bien, merci Fatou. Merci, bonjour Francis, bonjour à vous et à vous tous. Moi je suis Fatou Diop Sall, je suis enseignante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et je coordonne un groupe de recherche donc, sur les femmes, la place des femmes dans la société et je suis la présidente de la cellule genre et équité. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer par une première question sur laquelle je voudrais que chacun d'entre vous se prononce, dans l'ordre que vous voulez, qui est comment comprenez-vous ce titre quand il s'agit de votre pays? Je le répète, former les élites pour assurer le progrès humain. Qui commence? Fatou. Merci. Former les élites au Sénégal, les premiers à avoir bénéficié de formation, d'éducation. Les premières écoles qui ont existé, c'était déjà les écoles de fils de chef. École de fils de chef, ça veut dire que au sein de la population, on choisit la classe supérieure, si on peut dire l'aristocratie, je dis entre guillemets, en tout cas, pour former leurs enfants à reprendre leur place dans la société. Donc c'était ça la première démarche dans mon pays pour former les gens. Si vous me permettez, quand ont été introduites ces écoles de fils de chef, ou est-ce que ça a toujours existé? C'est avec la colonisation, parce que vous savez, dans l'Afrique ancienne, je pense l'enseignement, l'éducation était beaucoup plus démocratique que ça. Je crois que c'était des initiations selon les classes d'âge. Donc c'était ça l'éducation, la formation en Afrique. C'est avec la colonisation, quand l'introduction de l'enseignement formel donc, a commencé, que ça démarrait avec les écoles de fils de chef pour justement prendre le relais de l'administration coloniale.
Et maintenant, comment ça se passe? Bon, maintenant, je pense que ça s'est quand même beaucoup diversifié. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'équité, si on peut dire ça, dans l'accès. Mais il subsiste encore, je pense, beaucoup de disparités, notamment entre le milieu rural et le milieu urbain. La concentration des écoles de formation, c'est essentiellement dans les villes. On a encore beaucoup d'abris provisoires dans le monde rural et beaucoup d'enfants qui sont encore laissés pour compte par le système. Merci. Massimo. Alors, j'ai commencé à penser au sujet quand j'étais au bureau du Premier ministre. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 acteurs qui prennent les décisions publiques et les 3 acteurs ne sont pas vraiment en mesure de s'entendre. D'un côté, on a les élus qui sont là pour les parlements, les parlementaires, les ministres qui sont d'habitude chez nous des élus. On a les autres fonctionnaires et on a les experts. Quand j'étais au bureau du Premier ministre, j'étais vraiment étonné de voir toute une série d'experts qui tournaient autour du bureau et je ne les connaissais pas. Alors, excusez-moi, j'ai essayé de faire une sorte de recherche pour voir combien d'experts il y avait, mais j'ai découvert qu'il y avait au moins 340 groupes d'experts, qui à la fin c'était ceux qui rédigeaient les projets de loi, qui étaient présentés aux autres fonctionnaires, qui les discutaient entre eux, qui leur donnaient une forme probablement juridique, et qui passaient la proposition au ministre. Et du gouvernement, ça passait au Parlement, et je me suis toujours en douté combien de membres du Parlement étaient en mesure de comprendre ce que la législation qu'il était en train d'approuver ou de ne pas approuver vraiment réglait et comment les régler. Et là, je me suis dit, on a besoin d'une élite, on a plutôt besoin de faire dialoguer 3 types d'élites qu'on a déjà. L'élite politique, l'élite administrative et l'élite scientifique. Que dans mon pays, ils ne dialoguent pas. Et vous étiez en quelle année au bureau dans les bureaux de... J'étais à partir de 2001 jusqu'à 2010. J'ai vu 3 premiers ministres. Très bien. Chafika. Oui, effectivement, nous avons, de par ma fonction à l'École nationale supérieure de l'administration, une perception assez, disons, précise de la formation de l'élite. Nous formons des élites au niveau de l'ENSA. Ceci dit, j'aurais souhaité peut-être rebondir sur cette question de l'élite et de la formation et du rôle que pourrait jouer l'élite. Moi, je me consacrerai à l'élite administrative pour ce matin, après lecture du texte que j'ai proposé. Ah oui, on a oublié ça. Voilà, je souhaiterais Mais si le vous faire. vous mettez derrière, moi, j'ai pas encore des yeux derrière. On est pour la mutation. Je suis désolé. Je vous demande de m'excuser, vous d'abord. Donc, il y avait un texte à lire. Donc, vous allez lire d'abord, si vous voulez bien, le texte de... Non, on va terminer sur le texte de Chafika. Comme ça, vous rebondirez. On va commencer... Oui, et on va commencer par le texte de Massimo, si vous voulez bien. Donc, premier texte choisi par Massimo Balducci, qui est un extrait du rapport introductif à une conférence à l'occasion du 10e anniversaire de la Charte européenne de l'autonomie locale au Conseil de l'Europe. Les systèmes sociaux modernes reposent sur une technologie complexe qui doit être gérée par des professionnels hautement qualifiés. Il ne faut pas se bercer d'illusions, aucun représentant élu ne sera jamais capable de maîtriser toutes les subtilités techniques de l'urbanisme, de la gestion de l'eau ou des transports. La participation démocratique ne saurait se substituer à la compétence des professionnels. L'autonomie locale est une composante essentielle de la société moderne et mondialisée, sous réserve que cette autonomie soit conçue non comme une démocratie participative, mais comme un outil pour disposer d'une souplesse accrue. Il y a longtemps que nous avons quitté le modèle de la communauté pour embrasser celui de la société.
Nos sociétés, pour être anonymes, n'en ont pas moins, par rapport aux communautés anciennes, quelques supériorités que nous commençons à goûter tout particulièrement, notamment la préservation de la vie privée de l'individu. L'autonomie locale des temps modernes ne doit pas compromettre cet acquis. Nous devons toutefois éviter de répéter l'erreur manifestement commise en Italie pendant les 2 dernières décennies, où la participation politique a pris une telle ampleur que des politiciens ont été nommés à la tête des hôpitaux. Après une vingtaine d'années de direction tributaire de la politique et incompétente sur le plan technique, nos hôpitaux font honte au pays. Nos amis d'Europe sont particulièrement invités à être vigilants et à éviter une erreur aussi dramatique. Est-ce que vous pouvez redire d'où vient ce texte, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est un extrait du rapport introductif lors de la conférence à l'occasion du 10e anniversaire de la Charte européenne de l'autonomie locale au Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. Le texte de Shafika, s'il vous plaît. Alors, le texte choisi par Shafika Aguesnay est un message du roi du Maroc sur le thème de la restructuration du système de la haute fonction publique qui a été donné au mois de février dernier. La mise en œuvre de méga-projets structurants, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des infrastructures et des énergies renouvelables, nous a permis dans un premier temps d'engranger d'importants acquis. Néanmoins, tel qu'il a été initialement conçu, notre modèle de développement a atteint ses limites et se révèle désormais inapte à générer des bénéfices en termes de développement global. S'il ne répond plus aux attentes des citoyens, c'est qu'il se heurte à de multiples carences, notamment le rendement insuffisant de l'administration, son faible potentiel en compétences et en créativité, et l'absence d'une bonne gouvernance administrative. Nous avons appelé précédemment à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement pour appréhender les défis présents et à venir. Aujourd'hui, nous lançons un appel pour que la notion de service public soit inscrite au cœur de ce modèle, grâce à une réforme globale et profonde de l'administration marocaine. En définitive, ce que nous voulons, c'est hisser la productivité de l'administration à des niveaux supérieurs et l'infléchir pour qu'elle s'adapte aux changements intervenus à l'échelle nationale, qu'elle assimile les dynamiques d'évolution à l'œuvre au niveau mondial et qu'elle contribue à relever les défis de développement auxquels est confronté notre pays. C'est pour ces raisons que nous avons constamment insisté sur la nécessité de réformer l'administration et de mettre à niveau les ressources humaines dont elle dispose. Pour notre pays, le choix est stratégique dans la mesure où une telle orientation permettra indéniablement d'asseoir les fondements du modèle de développement que nous appelons de nos vœux. Ainsi, l'administration pourra élaborer et développer dans des domaines variés des politiques publiques efficaces et efficiente. Merci beaucoup. Fatou, comment réagissez-vous à ces 2 textes? Ces 2 textes qui posent les défis en fait, de la formation et la question de l'autonomie locale, je pense se posent vraiment chez nous où on constate une déconnexion, on peut dire un déphasage, je ne sais pas comment l'appeler, entre l'offre de formation, le contenu pédagogique et les besoins endogènes. Je peux donner l'exemple, par exemple, de la vallée du fleuve Sénégal, qui a un potentiel énorme en termes d'agriculture, de production céréalière, etc. On sait qu'on a les questions de sécurité alimentaire qui se posent énormément dans cette zone où se ruent les investisseurs étrangers. Il y a une course vers les terres. On a des investisseurs qui viennent de différentes nationalités. On a les Français, les Israéliens, des gens d'Arabie Saoudite qui investissent dans la vallée, des Chinois qui investissent dans la vallée du fleuve Sénégal, alors qu'à côté, les universités et instituts d'enseignement n'offrent aucune formation aux jeunes pour les capacités
et pour qu'ils aient le potentiel et la compétence d'exploiter ces terres. Et c'est ces mêmes jeunes de ces zones qu'on va prendre les embarcations, se retrouver en Libye, se retrouver dans le désert, essayer d'émigrer en Europe. Donc, est-il envisageable de demander à ces entreprises, à ces investisseurs, de consacrer une partie de ce qu'ils font à la formation des gens du lieu? Non, moi je crois que ce que nous constatons, c'est qu'ils embauchent certains jeunes comme des ouvriers agricoles. C'est ça qui est offert. Dans certains cas, je n'ai pas un qui me vient à l'esprit aujourd'hui, mais j'ai déjà vu, quand il y a un gros investisseur qui vient dans un pays, on lui demande non seulement d'engager, mais de former des gens pour leur permettre de passer au niveau supérieur. Ce n'est pas le constat. Moi, ce que je constate avec les grosses entreprises qui sont installées dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est que les populations locales, au meilleur des cas, sont des ouvriers agricoles. Et à la limite, peut-être il y a des investissements, il y a des écoles, il y a des dispensaires, des cases de santé, des choses comme ça qui sont faites, mais pas une formation pour que, dans le court ou moyen terme, ces populations-là aient la capacité de prendre la relève et être des investisseurs et des entrepreneurs agricoles, par exemple. Massimo? Et chez nous, les problèmes... vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Là. Alors, chez nous, le problème, c'est un petit peu différent. Alors, il faut penser qu'en Italie, on a une technologie très, très développée. Si on pense aux chips, hein, les chips, c'est Intel. L'Intel, c'est une entreprise de droit américaine qui est possédée par un Italien, un collègue à moi de l'université de Padova, qui a développé les chips. Si on pense à la bande large, les câbles pour la bande large sont un monopole italien. Si on pense à la plastique, ce qui nous embête maintenant avec la pollution, la plastique c'est une brevet italienne. Mais nous autres, on ne sait pas gérer ça parce qu'on ne sait pas mettre ensemble la compétence technique, la compétence en gestion, publique ou privée dans ce cas, et la compétence des élus, de ceux qui représentent les attentes des citoyens. On ne sait pas les mettre ensemble. Et dans le cas de la santé, par exemple, comme on ne sait pas les mettre ensemble, on donne la charge de gérer les hôpitaux probablement à les personnalités qui ont plus de capacités de négocier, c'est-à-dire les politiciens. Mais ils savent négocier, mais ils ne comprennent pas sur quoi ils font la négociation. Alors là, les besoins de formation chez nous, ce n'est pas former des bons cadres, ce n'est pas former des techniciens, c'est former à la communication, à la compréhension réciproque, qui est vraiment très, très difficile. La difficulté aujourd'hui pour une élite, ce n'est pas d'être très expert dans quelques domaines, mais de savoir mettre ensemble les différentes compétences et expertises et de savoir dialoguer. Et je trouve ça, entre mes expériences, quand j'étais tout jeune, j'ai travaillé plusieurs années dans le centre de recherche de l'Olivetti. C'était une entreprise qui maintenant est disparue. Et on m'avait chargé justement de mettre ensemble la compétence juridique et la compétence en informatique de ceux qui faisaient l'offre de services informatiques à les administrations locales. Et c'était très difficile de faire dialoguer les juristes qui connaissaient tous les droits administratifs et les techniciennes. Je me souviens que j'avais demandé à des groupes de travail de préparer un rapport. Les rapports des juristes étaient de 25 pages. Les rapports des informaticiens étaient une page. Merci beaucoup. Shafika, nous revenons à vous après mon erreur dont je vous demande de m'excuser. Donc, en quoi consiste votre travail à l'École nationale supérieure de l'administration ? Je vais, comme je l'ai signalé tout à l'heure, je vais rebondir sur le message royal qui a été adressé. Je tiens à le préciser ici pour l'auditoire. C'est que c'était au moment de la réunion le premier forum qui s'est tenu au Maroc pour réfléchir justement sur la haute fonction publique.
Parce que nous avions toujours l'habitude de faire des études, de faire de la recherche au niveau du fonctionnaire intermédiaire, des classes intermédiaires, pour dire, voilà, certaines politiques publiques ne sont pas bien mises en place, mises en œuvre, à cause peut-être de certaines, disons, de certains fonctionnaires, et qu'il fallait, pour le moment, changer de perception et voir, commencer à partir du top management, voir quel est exactement le rôle du top management ou de l'élite, si on peut le dire. Pourquoi cette dynamique s'est-elle déclenchée dans mon pays? Parce qu'il y a eu plusieurs crises, comme vous l'avez peut-être pu soulever au moment de la lecture du message. Il y a eu énormément de crises sociales qui a fait... qui a donné à réfléchir sur le rôle de ce top management. Probablement, vous avez entendu parler de la question du soulèvement ou de la crise sociale au niveau du nord du Maroc, d'Al-Hoceima, peut-être, qui a vraiment, pour la première fois, je pense, dans l'histoire politique du Maroc, au niveau d'un gouvernement du Maroc, où il y a eu des dispositions carrément draconiennes, le fait que, tout simplement, le gouvernement a été changé, tout simplement à cause de cette crise. C'est une première. Et donc, ça a donné, si vous voulez, le point de départ à cette réflexion sur le rôle de l'élite et du top management. Plusieurs ministres, et non des moindres, ont été carrément limogés. Première fois dans l'histoire aussi, comme je vous disais. Donc, ministre de l'Intérieur, ministre de l'aménagement du territoire, du développement de la ville, ministre de l'Environnement, etc. Donc, il y a eu une réflexion, un début, en tout cas, de réflexion sur justement le rôle que peut jouer cette élite et ce top management dans la mise en place des politiques publiques. Et il y a eu disons des évaluations très importantes de la part de la Cour des comptes. Il y a eu des rapports très dénonciateurs, si je puis dire, et qui... je sais, actuellement, il y a plusieurs dossiers qui ont été renvoyés auprès de la justice marocaine. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser à tous les trois une question à partir d'un des termes de votre texte, du texte que vous avez choisi. C'est la notion de service public. C'est quelque chose auquel on est extrêmement sensible en France. Et je voudrais savoir comment vous voyez cette question, comment elle est abordée dans chacun de vos trois pays. On va commencer par Massimo, et puis on change d'ordre. Voilà. Là, je dois vous raconter une triste histoire, l'histoire de mon pays. Si vous demandez à n'importe quel fonctionnaire dans n'importe quelle administration italienne qu'est-ce qu'il fait, il sait vous dire très bien qu'est-ce qu'il fait. Si vous lui posez la question, mais pourquoi vous faites ça? Ils ne le savent pas. Ils ne se rendent pas compte de ça. Alors, la difficulté chez nous, c'est de rendre conscient ceux qui travaillent dans une administration qu'ils sont là parce qu'ils doivent servir le public. Et alors, ils ont encore une culture, ils sont là parce qu'ils ont une autorité. Je vois ce que mes étudiants me racontent quand ils vont en Erasmus. Quand ils vont en Erasmus, surtout en Allemagne, ils rentrent en Italie tout à fait étonnés. Il me dit, mais professeur, en Allemagne, la bureaucratie est beaucoup plus user-friendly, excusez-moi, que chez nous. Mais on pensait que l'Allemagne, c'était le pays de l'autorité. Mais là, la bureaucratie est là pour t'aider. Chez nous, la bureaucratie n'est pas là pour m'aider. Elle est là pour contrôler que j'ai fait ce que je dois faire. Et là aussi, on a besoin de formation, naturellement. C'est un peu plus dur. Service public dans votre pays, Fatou? Oui, le service public, je crois qu'ils ont quand même une bonne formation. Il semble que l'administration fonctionne bien, à part des pratiques de corruption qui ne sont pas peut-être spécifiques. Mais je pense que l'aspect que je voulais souligner à ce propos, c'est cette coupure entre monde académique et communauté, qui n'est pas forcément liée au service public, mais je pense un peu aussi
Hein, parce que généralement, je pense qu'il y a ce découpage, vraiment ce lien qui n'est pas fait entre les besoins des communautés qu'on considère comme des analphabètes, un monde à part, et puis le monde académique de la formation qui est là dans sa tour du Var. Alors que je pense que c'est peut-être ce lien, c'est peut-être cela qui va nous permettre d'avoir, je pense, des sociétés qui vont aller vers le progrès. Et j'espère que Prof Sall va parler du centre PEMEL, justement, des initiatives comme ça qui sont prises pour vraiment former les communautés, écouter le savoir endogène, comme on dit, qui est là avec eux et qui peut peut-être être valorisé. J'ai prévu de poser des questions sur la façon d'enseigner, donc on abordera peut-être cette question plus en détail tout à l'heure. Service public au Maroc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne diffère pas beaucoup de la notion de service public universellement connue, celle que nous avons appris au niveau de nos universités et au niveau de nos différentes institutions de formation. Service public donc soulève donc des valeurs très importantes. On en a cité une qui est l'intérêt général. Il y en a d'autres classiques qui sont comme la continuité du service public, la gratuité du service public, etc. Mais la notion de service public au niveau de nos pays, je pense que c'est la même chose, cette dynamique est enclenchée au niveau de plusieurs pays, c'est que ces valeurs, non pas qu'elles ont changé, mais elles ont évolué. Elles ont évolué par rapport à cette action publique qui est en train de se développer. Elles ont évolué par rapport à l'exigence d'une gouvernance publique de plus en plus exigeante et de plus en plus centrée sur les besoins du citoyen. J'irai même plus loin pour dire non seulement centrée sur ses propres besoins, mais également sur son bien-être. Effectivement. Donc on est dans une autre dynamique. Je reviendrai, si vous me le permettrez, plus tard pour préciser un peu plus le rôle de notre institution dans la formation à ces valeurs de service public. Auparavant, nous avons, il faut peut-être que j'ouvre cette petite parenthèse pour dire que la formation des élites à l'ENSA auparavant était beaucoup plus centrée, comme disait mon collègue de gauche, Massimo, sur le respect des normes, le respect des normes, des lois, des textes, etc. Il fallait vraiment former à la connaissance, bien sûr, mais également au respect des règles, des procédures. Merci beaucoup. Je propose, sauf si Massimo tenait à dire quelque chose, j'ai oublié. Vous m'avez fait penser à une chose, si vous voulez, un peu d'un professeur, style professeur universitaire. Dans l'ancienne Égypte, la fleuve Nil était gérée par une caste de prêtres. Il avait des connaissances techniques, mais les connaissances techniques étaient aperçues pas seulement par les populations, mais aussi par les rois même, étaient aperçus comme des choses magiques. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que dans mon pays, c'est pas quelque chose pareil. D'un côté, on a une élite de scientifiques qui utilisent le langage, qui rend très difficile la compréhension des choses, qui pourraient être compris beaucoup mieux si on utiliserait un langage plus facile, pas un jargon pour une communauté limitée. Et d'autre côté, l'élite administrative a des difficultés à admettre qu'elle a besoin d'être soumise à un processus de formation continue. Comme ils font partie de l'élite administrative, les 480 hauts fonctionnaires de l'administration italienne refusent toute formation continue. Merci. Fatou ? Je vais juste ajouter la question des langues nationales qui se pose aussi, je pense, dans nos pays et qui constitue, je pense, un grand facteur qui limite le bénéfice, en tout cas, des populations de cette qualité du service public qui devait être... Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus concrètement comment ça se pose dans votre pays ? Non, mais parce que c'est le français qui est la langue officielle, alors qu'on a une grande population qui ne parle pas le français. Est-ce que vous avez des pourcentages
Bon, je pense que l'analphabétisme, il régresse quand même, mais je pense qu'on est dans les 30% quand même de la population qui ne parle pas français, ne le lit pas, alors que bon, le service public, c'est en langue française que ça fonctionne. Fatou, le français est réservé à une certaine élite? Non, il n'est pas réservé à une élite parce que l'instruction est quasi universelle quand même. La scolarisation, elle progresse et au niveau de l'élémentaire, on n'a pas tous les enfants en âge d'aller à l'école qui sont formés, mais quand même la majorité est scolarisée. Et la scolarisation, c'est en français. Merci. Je propose on a commencé par faire un premier tour de quelque chose, de laisser quelques questions ou commentaires du public. Ce serait gentil de nous dire qui vous êtes pour qu'on ait une idée d'où vient la question. Bien sûr. Je suis Mohamed Haddi, je suis professeur, je suis politologue et je viens du Maroc. Je viens du Maroc et j'ai envie de revenir à une question fondamentale, aussi bien à Fatou, Chafika que Massimo, et que quelque part, ils sont tous universitaires, ils sont tous les trois professeurs, et que, de mon temps, je fais partie de ces dinosaures, l'université fabriquait ou produisait des esprits libres. Des esprits libres, il appartenait justement aux structures d'apporter un complément d'information, un complément de formation, et aussi bien dans le privé que dans le public. Et puis voilà que l'université est en train de changer de peau pour être véritablement domestiquée et pour ne plus produire que pour l'administration et pour le privé. Est-ce que ce n'est pas cela, quelque part, une métamorphose de l'université, cette université qui permettait justement d'être dans un contrepoids et de produire des esprits rivoches. Deuxièmement, c'est pour ce qui est des services publics. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand on parle des services publics, il faudrait peut-être les remettre dans un contexte socio-économique et justement actuellement néolibéral, où le service public est en train d'être vidé de tout son contenu pour ne garder que la coquille vide. Et qu'on est en train de recourir chacun, aussi bien au nord qu'au sud, et de recourir justement à travers les PPP, partenariats public-privé ou je ne sais pas quoi, et que finalement on est en train de privatiser sous quelques formes assez douces. Merci. Merci. Je pense qu'on va essayer de passer tout directement à 2 ou 3 questions et ensuite vous choisirez comment vous voulez répondre à qui. Il y a un monsieur qui a le micro, c'est ça la détermination. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voudrais féliciter les panélistes et le Président. Je crois que c'est Maximo qui a posé le problème essentiel de la synergie entre les diverses compétences, sauf qu'il a sauté la compétence du secteur privé. Nous sommes dans des sociétés complexes où ces compétences doivent se lier, mais comme vous le dites si bien, il faut favoriser la fonction technique à la fonction politique. Alors, Fatou a soulevé une question essentielle dans nos pays. Dans nos pays se superposent 3 types d'éducation. L'éducation traditionnelle, nourrie par les contes et légendes, l'éducation arabo-islamique, pendant 10 siècles, les plus grands érudits que nous avons au Sénégal proviennent de ce magma, et l'éducation proposée par la colonisation. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait la synthèse de ces 3 types d'éducation, malgré les rencontres multiples. J'étais le président de la commission de réforme de l'éducation récemment, mais l'essentiel de nos propositions structurelles pour transformer les choses n'ont pas été retenues par le gouvernement. Alors se pose la question, et je termine par là, de la langue dont elle parle. Nos langues maternelles ne sont pas la langue française. Et à l'école, on commence par la langue française. Se pose la question de cette césure où l'enfant ne capitalise pas ce qu'il a appris à la maison. Et c'est la raison pour laquelle
la recommandation forte et qui commence à être mise en œuvre, c'est de commencer par la langue maternelle de terroir et après de poser. Maintenant, se pose le problème du contrat social entre l'université et sa société. Ça mérite une autre conférence, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Attendez, je voudrais poser une question à Fatou ou à vous sur est-ce qu'il y a des efforts d'enseignement bilingue où tout l'enseignement se fait en français? Ça commence, comme il a dit, depuis quelques années. Je pense que ça fait 5 ans maintenant que dans le préscolaire, on commence à introduire les langues nationales. Donc, il y a des zones pilotes, comme on dit, où ce programme est expérimenté pour après, je pense, aller en échelle dans les autres régions. Shafika, est-ce que la question se pose au Maroc et comment? La question s'est posée au Maroc, elle se pose, mais elle a été quelque part, disons, étudiée, ou plutôt évoquée, dans le préambule de notre dernière constitution de 2011. Auparavant, nous avions comme langue officielle l'arabe, avec bien entendu le français qui était utilisé partout, bon, non pas en tant que langue officielle. Et l'actuelle constitution de 2011 a axé un petit peu sur quelque chose comme de semblable à ce qui se passe chez nos amis au Sénégal. C'est qu'on a comme langue officielle la constitution, l'arabe, l'amazigh aussi, parce qu'il y a eu énormément de mouvements. L'amazigh, alors c'est la langue ce que nous qualifions en termes occidentaux de berbère. Mais c'est l'amazigh qui réunit, en fait, comme vous le savez, la composition du peuple marocain est multilingue. Au niveau de cet amazigh, nous avons les Marocains de l'amazigh du sud, du Moyen Atlas et du nord. Donc, cette question de langue a été réglée. Mais je voudrais préciser là-dessus, parce que vous avez posé la question à Fatou, c'est que dans nos établissements de formation, notamment mon établissement, le bilinguisme est de mise. C'est-à-dire que pour intégrer l'école, il faut passer un concours obligatoirement dans les 2 langues. Merci beaucoup. Quelqu'un, parce que je me suis permis d'interrompre pour rebondir sur la question de la langue qui n'était concrète. Monsieur voudrait... Qui a le micro? Ah ben non, la dame a le micro, excusez-moi. En fait, ça rejoint... Vous avez répondu un peu à ma question. Je suis ex-enseignante à l'étranger, dans les lycées français, auprès de très très jeunes enfants. Et c'était pour le Sénégal que je posais la question. Et c'est pas parce qu'on enseigne en français que la langue française reste accessible. La preuve, puisque vous dites que 30% de la population ne parle pas la langue et que ça complique au niveau de l'administration. Et vous avez donné la réponse, effectivement, c'est valoriser les langues maternelles tout en continuant à enseigner. Enfin, c'est pas une solution que je donne, mais c'est des expériences qui le montrent. Merci. Monsieur. Et ensuite, une dernière question et on va reprendre la parole ici. Monsieur. Oui, Moussa Oumadi, je suis président honoraire de l'association des auditeurs de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. C'est un institut qui a été formé il y a 10 ans en France pour faire dialoguer justement donc les élites entre des acteurs qui assurent des fonctions politiques, des responsabilités scientifiques, des industriels, sociétés civiles, médias, associations, etc. Donc c'est pas très connu et aujourd'hui il n'y a que 500 auditeurs donc à l'échelle nationale qui essayent de faire quelque chose donc dans ce sens. Donc voilà. Donc j'ai eu donc grand plaisir en fait à vous écouter et moi je pose la question sur l'étonnement qu'on réfléchisse encore au XXIe siècle pour se poser la question donc de former les élites pour assurer donc le progrès humain. Par définition, donc, en fait, on imagine que les élites ont déjà dans leur gène, à travers leur formation, qu'ils doivent servir le progrès humain avant tout. Ou au moins, donc, en fait, d'assurer des équilibres entre des questions de compétitivité et de bien commun, et de l'humain. Et c'est une question donc, de fond qui se traduit donc également dans vos différents propos, donc notamment le propos de Madame Fatou Diop
Charles, donc, qui évoque l'accès effectivement donc, à la formation et l'équité dans les pays, notamment donc, le Sénégal, qui devient de plus en plus effectivement ouvert donc, en fait, aux formations. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on voit quand même donc, en fait, que la formation devient un marché comme un autre. Accéder à la formation, à l'enseignement, notamment supérieur, c'est un marché comme un autre. Il ne faut quand même pas qu'on oublie où va le monde en fait, aujourd'hui. Pardon ? C'est un marché qui devient donc, à travers donc, les frais d'inscription, etc. Et donc, la question donc, aussi donc, sociologique qui était évoquée sur... on est passé, en fait, justement, c'est le propos donc, extrait du discours signalé par Massimo, que ça fait longtemps qu'on est passé donc, de communauté à société. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos sociétés ont peur justement de faire société et qu'on fait plutôt des petites communautés. Voilà. Merci. Une dernière question, ce monsieur, s'il vous plaît. Il est là. Et on va arrêter là. On reprendra, vous aurez de nouveau la parole tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Ignacio, je suis mexicain, je suis un citoyen mexicain. Et donc moi, plus qu'une question, c'est un constat. Au Mexique, tous les politiciens et toute l'élite, en fait, au Mexique, on parle espagnol. On est à côté des États-Unis. Pas seulement, il y a 24 langues indigènes reconnues, au moins, si je me trompe pas. Oui, il y en a beaucoup, mais ça se perd. Et donc, toute l'élite mexicaine, elle parle espagnol, et toute l'élite apprend l'anglais. Et il y a beaucoup d'échanges entre le Mexique et les États-Unis, entre les écoles prestigieuses. Et il y a beaucoup de présidents qui ont été formés aux États-Unis. Et du coup, j'ai l'impression que les politiciens et les gens qui prennent les décisions les plus importantes au Mexique n'écoutent que l'anglais et n'écoutent que l'extérieur. Et ils s'oublient l'intérieur. Ils s'investissent sur des aéroports, ils s'investissent sur le réseau pour communiquer avec l'étranger, mais ils ne s'investissent pas sur les villages, sur les autoroutes, à créer le lien au sein du Mexique. Et c'est pourquoi je suis sensible à la question de la langue. Il y a aujourd'hui dans la ville de Mexico, moi je suis né à la ville de Mexico et je ne sais pas parler les langues, le náhuatl, qui est la langue des Aztèques. Et je pense que personne dans les écoles d'ingénieurs et personne dans les universités, il y en a très très peu qui savent, qui connaissent, qui ont quelques notions du náhuatl. Et du coup, c'est les villages, c'est les gens qui ont toujours, qui sont restés des agriculteurs, qui poussent. C'est eux en fait, c'est le peuple qui pousse et qui crée des associations pour répandre le náhuatl et essayer de créer un lien entre avec les terres, avec les anciens, avec la nation. Alors que les politiciens, ils sont concentrés sur l'extérieur. C'est un constat. Merci beaucoup. Alors, qui veut... Massimo veut... Ils m'ont réchauffé. Alors, je vais essayer de répondre à différentes questions. Aux collègues marocains, je ne suis pas vraiment un vrai professeur. Je viens de l'Institut de Sciences Po. Sciences Po Florence et Sciences Po Paris ont été bâtis au même moment, en accord entre les deux. Et l'idée, c'était de créer une élite qui aurait été capable de gérer une nouvelle nation chez nous et chez vous, une nouvelle démocratie. Il y a un échange, une correspondance entre M. Vittorio Alfieri et les messieurs notre institution n'a jamais été partie de l'université. Elle a été intégrée dans l'université par M. Mussolini, qui n'aimait pas trop. Et la particularité de notre formation, c'est que c'est une formation polydisciplinaire ciblée sur des problèmes pratiques. Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que Sciences Po Paris et nous autres, sans savoir être mis d'accord, on a démarré un nouveau master qui est en collaboration avec les sciences dures. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on s'est préoccupé surtout de former personnes en mesure de gérer les différents sujets économiques, juridiques, sociaux. Maintenant, on essaye d'intégrer aussi les domaines sciences dures. Et je vois que Sciences Po Paris et nous autres, on fait la même chose.
Et deuxième chose, pour ce qui concerne les services publics, je vais vous raconter une expérience personnelle. Quand j'étais étudiant aux États-Unis à la Columbia University, j'avais une bourse de la Fulbright. J'étais à la Columbia. La Columbia, c'est où vous êtes très riche, une très riche américaine, ou vous avez une bourse d'études de la Fulbright. Autrement, vous n'allez pas là. Et j'ai pu voir que quand j'étais en face d'une bibliothécaire américaine blanche, WASP, les bibliothécaires WASP étaient à mon service. Mais quand les bibliothécaires étaient noirs, ils profitaient de sa position pour affirmer son autorité contre quelqu'un qu'ils considéraient quelqu'un qui avait eu seulement de la chance d'être né dans la bonne société italienne. Et avoir un bouquin, pour se faire prêter un bouquin dans la New York Library par quelqu'un qui était WASP, c'était très facile. Se le faire donner, prêter par un noir, c'était très difficile. Mais c'est peut-être parce que les Noirs ont des problèmes aux États-Unis que les Blancs n'ont pas. Mais et que donc, et la question, c'est une question qui se pose dans beaucoup d'endroits, qui est le rapport entre les différents privilégiés. Mais chez nous, c'est probablement une chose pareille, parce que la plupart des fonctionnaires italiens viennent du sud d'Italie. Et là, ils trouvent la possibilité d'affirmer leur identité, leur pouvoir, leur valeur contre quelqu'un du nord ou du sud qui est plus riche. Et c'est là la difficulté d'affirmer le concept des services publics. Et pour ce qui concerne ce que vous avez mentionné, monsieur, si vous regardez comment on établit maintenant les standards, un des sujets qu'on essaie à oublier, les standards techniques. Les standards techniques sur les télécommunications, par exemple, au niveau européen, sont établis par une agence qui est formée par des États et des entreprises. Le standard GSM, que tout le monde utilise, c'est une décision en partie prise par des États en collaboration avec des entreprises. Et les standards vont changer avec l'intervention des Chinois. Qui ont bien, non, mais ce que je dis, c'est que les Chinois représentant un marché énorme, étant maintenant numéro 2 et bientôt numéro 1 en termes de technologie, c'est eux qui vont imposer les standards dans leur conception, et c'est ce que les États-Unis nous refusent de voir pour le moment, mais tous les textes chinois et tous les gens qui connaissent un peu la Chine sont très très clairs là-dessus. Fatou, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est juste revenir sur le propos de Senghor, qui parlait d'enracinement et d'ouverture, et donner, je ne sais pas moi, l'exemple de notre système qui est comme un baobab, pour parler comme lui, mais dont les racines ne sont pas justement suffisamment entretenues, et qui est vraiment ouvert, très ouvert, et finalement ça fait un déséquilibre et un risque d'effondrement. Je voudrais réagir à quelques propos sur l'aspect du rôle, puisque c'est le thème principal, la thématique principale, du rôle de l'élite et sa formation par rapport donc à l'objectif de réaliser le bien-être du citoyen. Mon propos était, monsieur, sur ce plan-là, que effectivement, la question de la formation des élites pour accompagner les politiques publiques, je précise les politiques publiques qui vont dans le sens du développement humain. C'est la problématique qui se pose un petit peu au niveau du gouvernement marocain. Je pourrais signaler par exemple que depuis 2005, il y a ce qu'on appelle une initiative nationale de développement humain, dans laquelle on peut réfléchir sur l'aspect du développement par rapport au progrès, etc. Mais je pense que c'est un débat qui a eu lieu tout au long de ces rencontres. Je n'y reviendrai pas. Donc la problématique d'accompagnement de ces politiques publiques se pose et se posait énormément. Donc il y a effectivement des programmes très ambitieux qui ont été payés avec un financement colossal.
mais qui n'apportaient pas les résultats escomptés. C'est pourquoi on est passé à certaines évaluations de ces programmes et il s'est avéré, il s'est dégagé qu'il faut faire un effort supplémentaire au niveau de toutes les strates, si je puis dire, de la fonction publique. Et souvent, on faisait ces évaluations à partir de la mise en place de ces projets, à partir des premières échelles de la fonction publique, etc. D'où il y a eu cette prise de conscience de dire oui, mais ça ne marche pas. C'est pas parce qu'il n'y a que ces différentes strates, peut-être qui n'ont peut-être pas les moyens, qui n'ont peut-être pas la formation, qui n'ont peut-être pas l'éducation, qui n'ont peut-être pas la perception des valeurs du service public. Il faut reprendre, il faut revoir, etc. Je reviendrai sur les moyens et les outils, si vous voulez. Je voudrais maintenant aborder la question spécifique des technologies. Et je peux le faire de plusieurs façons, mais il y en a une qui m'amuse, c'est l'évocation de la magie ou du côté magique du scribe qui connaissait quelque chose en Égypte, mais qui avait une référence, une appartenance, parfois une filiation, une inspiration divine. Et je me demande dans quelle mesure les geeks, c'est-à-dire les gens qui connaissent les technologies, ne bénéficient pas aux yeux de certains d'entre nous d'une aura à quelque peu magique. Ceci dit, je pense qu'il y a un livre en France, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « La déconnexion des élites », qui a été écrit par une collègue du Monde qui s'appelle Laure Bello, et qui montre, c'est une couche que vous n'avez pas évoquée, mais qui s'ajoute à des problèmes que Massimo vous avait posés. Non seulement les élites ont un problème de rapport avec les experts, etc., mais les élites ne comprennent rien aux questions de la technologie. Or, elles prennent des décisions. Elles prennent des décisions. Elles prennent des décisions. Vous avez les lois sur la propriété. Non, elles prennent des décisions. C'est eux ils en discutent au Parlement. Elles les votent et les présidents, où que vous vouliez, ils signent. On ne va pas se discuter sur le mot signer ou prendre la décision. On leur doit. Avec, comme toujours dans la fonction publique et dans la vie politique, des équipes qui les alimentent, ils prennent des décisions qui ne correspondent pas nécessairement à la logique de ce qui est en train de se passer. Alors je voudrais savoir comment ça se passe, comment vous voyez cette question spécifique et nouvelle des technologies, en particulier des technologies de l'information, dans chacun de vos pays, et l'importance que ça a, puisque ça n'a pas la même importance, la même divulgation dans chacun de ces 3 pays. Qui commence? Fatou. Sur l'éthique, je pense que le problème qu'on a, c'est toujours ce problème des élites politiques, de toute façon, qui sont, comme dit la dame qui a écrit, déconnectées et qui politisent tout. Mais je pense qu'au niveau des jeunes Africains, des jeunes Sénégalais, il y a une créativité au niveau des TIC. Il y a des applications développées, par exemple, par les jeunes en termes de transfert d'argent, en termes de partage de connexion. Il y a tellement de créativité, mais bon, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas suffisamment encadré, peut-être que c'est la création d'un écosystème des TIC qui peut vraiment impulser et encadrer cette créativité qu'il faut peut-être mettre en place. Mais est-ce que notre élite politique, justement, a cette disposition-là à créer cet environnement-là pour que ça soit vraiment profitable et J'ai fait un tour du monde de l'innovation et j'ai commencé par l'Afrique, après avoir vécu 15 ans à San Francisco, et j'ai découvert qu'on y innovait exactement autant partout ailleurs. Au Sénégal, je suis passé par le Sénégal, et au Kenya, au Nigeria, etc. Donc le problème n'est pas la créativité africaine. Le problème est la déconnexion des élites. C'est ça le problème. Et alors, le problème, c'est comment est-ce que vous l'abordez dans le domaine de la technologie, puisqu'on va se servir de la technologie dans tout aujourd'hui. Ah, mais c'est eux qui instrumentalisent tout. Donc, c'est pas les plus compétents, mais malheureusement, c'est eux qui sont les décideurs. Voilà. C'est ça le problème. C'est pas les plus compétents, mais c'est eux les décideurs et c'est eux qui instrumentalisent tout.
Donc c'est ça notre problème. Maintenant, Shafika veut dire quelque chose. Profiter de ça, c'est le gros problème. Oui, je voudrais aussi apporter juste une petite boutade peut-être, mais qui en dit long sur cette question de la maîtrise d'éthique par l'élite. J'ai eu une vie dans la fonction publique et dans la haute fonction publique. Et à chaque fois qu'on avait un nouveau décideur, à chaque fois que j'avais un nouveau directeur ou un nouveau ministre, etc., le premier signe, si je puis dire, auquel il s'attachait énormément dans son aspect de maîtrise d'éthique, c'était de mettre sur son bureau un ordinateur, comment on appelle ça, une imprimante, un fax, un scanner dernier cri qu'il ne touchait jamais, auquel il ne touchait jamais. J'ai imprimé ces emails par leurs emails par leur secrétaire. Je vous assure, je vous assure, j'ai vécu ceci et parfois même à très haut niveau, vous avez des politiciens qui vous parlent de l'importance d'éthique dans la gestion de la chose publique. Elle est inscrite au niveau du programme de notre gouvernement. Vous savez, c'est une grande politique publique. Bon, il y a tout un programme qui a été développé. Nous avons développé, par exemple, ce qu'on appelle la gouvernance, le hakama, je ne sais pas, je demande à mon collègue, le hakama électronique en arabe, la gouvernance électronique. Donc c'est un programme très important. Il fallait qu'il y ait demandé énormément d'investigation, énormément d'investissement aussi. Et il commence à peine à marcher. Pour les deux sujets, la compétence des scientifiques et les décisions politiques, chez nous, ça se passe comme ça. Presque la totalité des projets de loi sont écrits, rédigés par le gouvernement. Sauf les projets de loi concernant les droits des gens du même sexe de se marier. Tous les autres projets de loi sont rédigés par le gouvernement. En principe, sont rédigés par le bureau des législatifs des différents ministères qui se réunissent tous les mercredis matin à 10 h pour discuter les différents projets de loi. Les différents projets de loi sont présentés à la réunion du Conseil des ministres qu'ils approuvent. Ils ne savent pas ce qu'ils approuvent. À Bruxelles, c'est encore pire. Et c'est comme ça. Et alors là, l'influence de la politique se passe avant que les projets de loi est rédigé par les bureaux législatifs des différents ministères. C'est là qu'on a l'influence politique, la négociation. Et là, c'est important d'avoir une certaine transparence. Pour ce qui concerne l'informatique, alors, il ne faut pas se faire des illusions. L'informatique dans les organisations publiques ou privées marche à des conditions que les administrations ont déjà des procédures, parce que s'ils n'ont pas de procédures, l'ordinateur ne peut pas marcher. Ou vous avez les programmeurs, ceux qui font les programmes, qui vont, eux, écrire les procédures juridiques. Alors, si vous n'avez pas les procédures, vous n'utilisez pas l'informatique, vous achetez l'informatique. L'informatique va à cristalliser le manque de procédures qui existent. Et ça va rendre la modernisation de l'administration encore plus compliquée. Là, je pense que la France et l'Italie partagent le même problème. Nous autres, on n'a pas un droit de procédure administrative. On a un droit procédural civil, un droit procédural pénal, mais pas un droit procédural administratif. Merci. Je voudrais passer, parce que quand même le temps tourne, donc pour essayer d'aborder un certain nombre de problèmes, on a encore un peu de temps, la façon d'enseigner. Donc vous formez les élites, nous venons d'évoquer rapidement la question nouvelle des technologies de l'information, qui pénètrent plus ou moins, mais la façon d'enseigner elle-même est en question dans le monde qui change. Et je voudrais commencer par Fatou, précisément, puisqu'on a eu un échange de mails avant, et vous signalez dans votre email que l'enseignement africain traditionnel était collectif
et que maintenant on passe à un enseignement individuel, quel problème cela pose-t-il et comment vous y prenez-vous pour assurer cette transition de l'enseignement collectif à l'enseignement individuel et avec un processus d'aller-retour peut-être? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Le micro, s'il vous plaît, nous permettra à tous de partager votre expérience. Bon, je pense qu'en matière d'enseignement aujourd'hui, on est quand même dans le système LMD. Et dans le système LMD, il y a licence, master, doctorat. Il y a un encadrement, cette liberté, je crois, qui était laissée à l'enseignant pour faire son cours dans son coin. Je crois qu'on est plutôt vers une mutualisation. Les syllabes dans nos départements sont conçus vraiment dans les sections par rapport à un projet pédagogique et par rapport à des équipes pédagogiques. Donc aujourd'hui, à l'université de Saint-Louis, c'est comme ça qu'est organisé l'enseignement. Donc l'équipe pédagogique par rapport au projet qu'on a dans tel domaine organise un atelier et voit chaque enseignant quand même amener sa proposition. C'est l'enseignant qui conçoit la partie qu'il va faire, mais c'est en cohérence avec un projet pédagogique et donc une offre de formation qui doit donc être donnée par l'enseignant. Et l'utilisation donc des plateformes numériques et tout est encouragée, fortement encouragée aujourd'hui dans l'enseignement. Et je pense que l'apprenant aussi, aujourd'hui, a plus de place. Je pense qu'il est plus responsabilisé. Et est-ce que c'est une connexion avec les formes traditionnelles d'enseignement, de formation en Afrique? Oh non. Non, je pense qu'on est dans un autre... Je crois qu'on est dans Mais par exemple, votre question m'a beaucoup intéressé parce que, par exemple, sur les MOOC, donc les cours d'enseignement online, on a découvert, ça fait un certain nombre d'années que ça marche, on a découvert qu'un des problèmes qu'on perdait dans le MOOC, c'est la dynamique de la collectivité de la classe. Je ne parle pas de la collectivité africaine traditionnelle, mais la collectivité de la classe. Et j'ai trouvé très intéressant une proposition d'une entreprise qui s'appelle Minerva, je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs, mais qui consistait à dire on va faire de l'enseignement online, mais à chaque endroit, on va réunir des gens pour qu'il y ait l'échange collectif qui crée la dynamique de la classe traditionnelle. Je l'ai vu aussi en Russie, et je pense que c'est quelque chose qui existe par ailleurs. Donc, comment voyez-vous ça? Ce n'est pas ce que nous faisons. Mais il y a des initiatives comme ce qui se fait à l'UCAD avec l'école des Djei Diouf, là, ce qu'ils appellent les boutiques de sciences, où justement c'est une démarche comme vous l'écrivez, mais ce n'est pas du tout le projet qui est adopté dans nos universités. Merci. Il y a des initiatives comme ça, mais ce n'est pas du tout l'université qui adopte ce format-là pour l'enseignement. Shafika, comment est-ce que vous modifiez vos façons d'enseigner? Alors, nos façons d'enseigner, effectivement, évolué par rapport à l'évolution du contexte au niveau politique, social, etc. Notre façon d'enseigner à l'ENSA, je me focalise sur mon institution, et que nous avons adopté depuis 2015 une approche pédagogique rénovée, dans le sens où nos élèves, parce qu'ils sont déjà fonctionnaires, il faut peut-être que je le précise, ils n'intègrent l'ENSA qu'une fois qu'ils ont passé un concours très 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 serré, très compétitif, mais également ils sont à un haut niveau, c'est-à-dire que nous recrutons nos élèves à partir déjà du master. Donc ils ont déjà eu une formation au niveau universitaire classique. C'est pourquoi nous nous sommes vus obligés d'opérer un changement important par rapport à l'approche pédagogique. Et tout le montage que nous avons fait dans le cadre d'une commission pédagogique des enseignants de l'ENSA, tous les modules ont été définis
sur la base d'un principe important, celui du développement de compétences. C'est-à-dire, par exemple, si nous voulons que notre fonction future décideur, parce qu'ils sont des futurs décideurs, puisse... par exemple, négocier à l'international, je pars de votre exemple, négocier à l'international la mise en place d'une formation à distance. Laissez-moi vous dire, j'ai vécu cette expérience. À chaque fois qu'il y a un budget qui est prévu, soit dans le cadre de la Commission européenne, soit dans le cadre des Nations Unies, soit dans le cadre de l'ESCOA, etc., eh bien, nous recevons toutes les demandes possibles et imaginables. Tout le monde vient vers vous pour mettre en place ces programmes. Malheureusement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation, etc. L'aspect technique est là. Nous mettons tout notre activité à mettre en place tous les aspects techniques. On peut le faire, on peut faire la formation à distance, mais encore faut-il la formation à distance dont vous parliez à l'instant, Francis, c'est qu'elle demande de mettre en place toute une procédure d'abord, un modèle ensuite, et pour le dérouler dans tous ses aspects, conception, mise en œuvre, évaluation, etc. Ce qui s'avère très très difficile. Et c'est le marché privé, encore une fois, qui a été soulevé par l'auditoire. Massimo attend avec impatience pour dire quelque chose, et j'aurai une dernière question à aborder. Et après, vous avez demandé d'abord le micro près de... Vous avez demandé d'abord comment est-ce qu'on recrute l'élite. Chez nous, on devrait les recruter selon les mérites. L'article 96 de la Constitution républicaine de 1988 dit que les cadres dirigeants de l'administration doivent avoir un diplôme universitaire, une licence universitaire, et être recrutés par concours. Si vous allez regarder les données, presque 55% des cadres dirigeants n'ont pas une licence universitaire et n'ont jamais passé un concours. Alors c'est la cooptation. La cooptation qui peut s'avérer d'une façon plus ou moins légale ou qui s'avère d'une façon légale. C'est la cooptation. La façon d'enseigner. Chez nous, malheureusement, encore dans les universités, on enseigne la théorie. Et on apprend de la pratique par accompagnement. Et ça veut dire que quand vous sortez de l'université, vous avez une très bonne formation théorique, vous passez un concours si vous avez suivi la procédure légale, et les premiers jours de travail, vous ne savez pas quoi faire. Et on a estimé que pour former quelqu'un qui a été recruté correctement avec un concours, le coût, c'est d'environ 2 ans de salaire. Parce qu'il faut penser que vous êtes payé pendant que vous apprenez à travailler, mais que l'administration paye aussi ceux qui vous enseignent, qu'ils devraient faire quelque chose d'autre. Alors, ça, pas seulement c'est une chose qui coûte très cher, c'est une chose aussi qui a toute une série de conséquences négatives. J'apprends à travailler en pratique selon ce que mon chef m'a appris. Mais les bureaux à côté de moi, qui s'occupent de la mise en œuvre de la même législation, les fait d'une façon encore une fois légale, mais d'une façon tout à fait différente. Alors, les 2 fonctionnaires ne seront jamais en mesure de communiquer. Très clair. Je voudrais terminer sur quelque chose qui, moi, me tracasse. Je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. Je ne crois plus au progrès. Je crois que les élites, si on ne travaille que les élites, on risque des coupures extrêmement graves avec la société. Je pense que l'université est un système mort ou en voie de disparition ou qui souffre comme modèle considérablement. Pourquoi ? Parce que dans aucun pays, pour aucune personne, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut vous former d'une façon qui vous assurera que la connaissance qu'on vous donne aujourd'hui vous servira, je ne vais pas dire dans 50 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, je pense que on est devant quelque chose qui ne marche pas et qui ne marche pas d'une façon grave et dramatique dans n'importe quel pays et de n'importe quelle façon. Est-ce que je me trompe complètement ou comment est-ce que vous répondez à cette angoisse ou comment est-ce que vous partagez cette angoisse?
Ouh là là, sourire, abusé, etc. Qui commence? Fatou? Oui, moi je crois que oui, il y a une vraie angoisse à développer parce que le premier problème, c'est déjà les enseignants qui sont déconsidérés, qui sont, je ne sais pas si c'est dévalorisés, qui déjà vont à enseigner avec beaucoup de frustration, déjà ne sont pas bien en eux-mêmes et dans la façon dont ils et elles sont traités. Déjà, il y a déjà ce premier problème. Quand on laisse de côté ce premier problème des enseignants, il y a le système en soi, comment il fonctionne, la gouvernance interne. Il y a un ensemble de problèmes. Je ne sais pas quelle va être la solution, mais j'imagine que quand même une solution existe. Parce que si l'université, les universitaires n'ont plus cette capacité à réfléchir et à vraiment nous amener à envisager le futur, je crois qu'il y a un sérieux problème. Un des problèmes n'est-il pas qu'on a fonctionné jusqu'à présent dans notre conversation sur la notion qu'on appelle en anglais top-down, c'est-à-dire de ce qui vient d'en haut et qui va vers le bas, ce qui vient des élites et qui va vers le reste, alors que la technologie permet le bottom-up, c'est-à-dire ce qui vient du bas. Pourquoi ? Et c'est un des problèmes des professeurs et de leur déconsidération aujourd'hui. Les professeurs ont été formés il y a 10 ans, 15 ans, et ils ne sont pas actualisés, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Alors que l'étudiant qui a un téléphone, qui a un ordinateur, qui accède de temps en temps, il peut vérifier tout de suite si ce que dit le professeur, si c'est juste ou pas. Et donc, peut-être que là, il y a une question essentielle dans la reconsidération de l'enseignement, des élites, de la fonction publique et des politiques pendant qu'on y est. Tout à fait. C'est une reconsidération totale vraiment qu'il y a à faire et j'espère qu'on aura la capacité à le faire. On se réunira l'année prochaine pour en parler. Massimo. Non, là, je pense que nous autres, un peu partout en Europe, sauf probablement dans la côté germanophone, on a un problème, on a séparé la connaissance théorique de la pratique. Ça remonte probablement à la théorie d'Aristote. Alors, je travaille beaucoup avec les amis suisses. Et mes amis suisses me disent toujours, tu sais Massimo, chez vous, vous avez monsieur le professeur et vous avez les mécaniciens. Chez nous, on a monsieur les mécaniciens. Et les professeurs. Et chez moi, on a Francis, Massimo, Fatou et la différence, ça dépend de ça, que monsieur le mécanicien ne sait pas seulement utiliser les tournevis, mais il connaît aussi la théorie selon laquelle il doit tourner cette vis-là. Et au contraire, chez nous, les ingénieurs apprennent des choses très compliquées qu'ils ne seront jamais... qu'ils ne devront jamais mettre en œuvre et ils n'apprendront pas comment mettre en œuvre les petites choses théoriques qu'ils ont appris. Merci, Shafika. Et après, nous repassons le micro. Oui, je suis un peu, disons, j'ai deux casquettes. Vous m'avez interpellée pour deux positions différentes. La première, en tant qu'enseignante, c'est vrai. Les nouvelles technologies, l'utilisation du téléphone, etc., en classe, il faut le reconnaître, poussent, à mon sens, poussent l'enseignant à se mettre à jour. Moi, je sais que dans mon cours, je dois être, surtout relations internationales, pratiques diplômées, je dois être à jour à la minute près. Sinon, je suis reprise par nos élèves, etc. Donc, je pense que l'éthique, en quelque chose, la technologie a apporté quelque chose de nouveau et je pense aussi qu'elle pourrait être le moyen, le salut, pour qu'on puisse améliorer notre système d'information. Il faut aller dans ce sens-là. On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il faut le faire. Ceci dit, question théorie pratique qui vient d'être évoquée par Massimo, c'est que nous sommes souvent confrontés dans ce qu'on appelle les hautes écoles en matière de formation. La période d'enseignement est souvent très courte par rapport aux universités.
On peut faire un master en 2 ans et même plus, une licence en 4 ans, je ne sais pas, mais par exemple pour nous, la formation dure 24 mois avec 6 mois de stage. Donc il ne reste que les 18 mois pour la formation théorique et il faut absolument bien aménager. Il faut qu'il y ait un aménagement rationnel du temps et du contenu. C'est pourquoi des fois, on veut dépasser la question théorique, etc., les concepts et aller directement vers l'application ou l'applicabilité. Mais on est heurté au niveau de connaissance, parce que c'est primordial. Le gouvernement marocain, il n'y a pas longtemps, si vous permettez 1 minute, parce que je vais dans 1 minute et après on peut. Le gouvernement marocain, à un moment donné, au niveau de la gouvernance, s'était beaucoup appuyé il y a quelques années sur les ingénieurs. Parce qu'ils ont une rationalité, une formation qui va dans le sens du développement de cette gouvernance. Ça a démontré, il n'y a pas longtemps, disons, les insuffisances. Merci beaucoup. Question, micro, et mais bien sûr, voilà, il y a un micro qui... je vous demanderai d'être assez court, parce qu'on dépasse là... Enfin, on m'avait dit 1 heure et demie, puis après, quand je suis arrivé ici, on m'a dit 1 heure. Je ne sais pas combien de temps, donc... allez-y. Je crois que nous devons être... D'abord, moi, je ne partage pas votre pessimisme. Je n'ai pas dit que j'étais pessimiste. Ah si, vous avez dit que vous ne croyez plus, etc. Non, mais je n'ai pas dit que j'étais pessimiste. Je ne le partage pas. Mais de toutes les façons, on ne peut plus enseigner comme on enseignait avant, avec une relation émetteur-récepteur. Ce n'est plus possible. L'interactivité est obligatoire. La mise en situation de l'apprenant est obligatoire. Et à partir de là, on peut procéder. Ce que vous avez dit sur les MOOC, au Sénégal, au niveau de l'enseignement à distance, parce qu'on a une université virtuelle, ils construisent ce qu'on appelle les zénos, où les apprenants se retrouvent pour recréer l'écosystème de la classe. De toutes les façons, virtuel ou présentiel, tout le monde va vers le blend learning, c'est-à-dire qui combine le présentiel et le virtuel. Maintenant, ce que Fatou aurait dû dire, c'est que nous sommes confrontés à un problème de massification dans nos universités. La communauté internationale a aidé les pays pauvres à développer leur système d'enseignement primaire, leur système d'enseignement secondaire quelque peu, à délaisser l'enseignement technique et la formation professionnelle, et nos gouvernants n'ont pas été vigilants. Mais dans l'enseignement supérieur, 1, ils sont extrêmement nombreux. 2, pour l'essentiel, ils sont dans les humanités et pas dans la science. Et du coup, comment on va prendre en charge les questions? Merci beaucoup. Quelqu'un a une question à poser, comme un commentaire? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre la parole? Excusez-moi, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis soucieux que tout le monde puisse participer. Est-ce que quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé? Voilà. J'ai vu que... Bonjour. Donc, je m'appelle Susan Boncet, je suis cadre dans une grande multinationale française. Je me demande quand je vous écoute, et je suis un peu votre pessimisme là, est-ce que les formations qu'on est en train de parler là, notamment, sont les formations de l'élite, de eux-mêmes, de la prochaine génération qui les ressemble, et que le progrès, c'est pour l'élite. Et est-ce que personne n'a parlé non plus de la nouvelle élite mondiale? Donc, si je dis que c'est les GAFA, et ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, et ce n'est pas la formation des gens qui sont chez eux, qui sont en train vraiment de prendre le pouvoir sur le monde, ou les Chinois qui sont au Sénégal, qui forment leur élite pour demain, pour les remplacer eux, et pas, je dis les Sénégalais. Je ne sais pas, c'est mes deux... Merci. Réponse. On va s'arrêter là. Réponse. Alors voilà. Non, pour ce que vous avez mentionné, la formation qui demande d'être aujourd'hui pas une formation top-down, mais une formation moitié-moitié, la formation participative. J'essaye toujours à l'université de donner des cours basés sur des cas. Et après qu'on a discuté les cas, on essaye de tirer la théorie des cas. Mais ça demande que tous les étudiants doivent être présents tout le temps à la classe. Chez nous, on n'est pas habitué à ça.
Alors la plus grande difficulté que je trouve, c'est avec les étudiants qui aimeraient avoir une façon moderne d'enseigner, mais quand je leur propose la façon moderne, ils préfèrent l'ancienne. Ils préfèrent toujours me dire, mais qu'est-ce que c'est le bouquin sur lequel je dois me préparer? Je dis, il n'y a pas de bouquin. Un cas concret. Super. Peut-être compléter aussi la question de la méthode d'enseignement au niveau pour l'élite, effectivement. Pour l'élite, comme je l'ai signalé tout à fait au début, c'était voulu d'ailleurs, c'est que cette conscience que nous avons, que les conscience collective au niveau du Maroc, hein, qu'il faut aller du bas vers le haut. Interroger le top management, interroger cette élite sur, sur son rôle en ce qui concerne donc la mise en place et l'adoption d'une gouvernance de type nouveau avec une action politique qui a un sens nouveau, rénové par rapport à l'évolution du contexte, qu'il soit national ou international. Donc cette élite est bien formée. Mais je voudrais insister sur la chose suivante, c'est que l'accès à ces écoles, ces hautes écoles d'études, se fait de la manière la plus démocratique. Ce n'était pas le cas, j'en conviens, il y a quelques années. Mais là, il y a un texte, et c'est comme en Italie, un texte depuis 2008 où l'arrivée au gouvernement, du dernier gouvernement des islamistes, hein, qui a posé comme critère de recrutement dans la fonction publique, et ce, quels que soient les niveaux, on passe obligatoirement par un concours. C'était très important. Une petite chose, si vous me le permettez, c'est qu'au niveau de la méthode de recherche, pour l'ENSA par exemple, nous avons développé un nouveau produit de formation basée, bien sûr, toutes nos formations sont basées aussi sur les études de cas précis, mais également une nouveauté, c'est que nous avons ce qu'on appelle un travail collectif. Ce n'est pas le PFE dont on parle dans les universités. Mais nous avons demandé à l'administration de nous faire une commande pour travailler sur une thématique précise. Et la dernière commande nous est venue directement par le chef de gouvernement. Merci. Fatou. Merci. Moi, je vais réagir par rapport à ce qu'elle disait en parlant de recherche. Et dire que chez nous, la recherche, je crois, on peut dire qu'elle n'existe pas, qu'on a des chercheurs qui se débrouillent, qui répondent à des appels d'offres, etc. Mais que la recherche en soi, elle n'est pas vraiment prise en compte par l'État, par le ministère. Il y a très peu de fonds, à part le fonds d'impulsion à la recherche qui donne des budgets de 20 millions. 20 millions, je ne sais pas combien c'est en euros. Vous parliez du fonds scientifique qui faisait des milliards, je ne sais pas comment s'appelle ce fonds, mais au niveau du Sénégal, ce qu'on a, c'est ce fonds d'impulsion à la recherche qui donne des budgets limités, vraiment 20 millions. Bon, c'est déjà un effort, mais je crois que c'est très peu suffisant. Et un autre problème aussi, je pense qu'il faut souligner, c'est que parmi ceux-là que nous, on forme, les diplômés de nos institutions, on a au moins la moitié qui se retrouvent au chômage. Ce qui participe, je pense, à décrédibiliser, ou je ne sais pas, en tout cas à relever l'inefficience. Donc le problème de l'employabilité, le problème de l'insertion, hein, de ceux-là qui sont formés par nos institutions, je crois que ça reste aussi un gros problème de nos systèmes de formation. Essentiel. Je voudrais juste terminer en disant qu'il ne s'agit pas de pessimisme, ce n'est pas pour répondre sur ma position, mais c'est parce que c'est une question d'attitude face à ces problèmes. Il me semble qu'il est essentiel de voir les problèmes et de les mentionner, sans nous cacher derrière des discours. C'est la seule chance que nous avons de pouvoir agir efficacement. Et c'est ça qui est l'enjeu. Quand je suis rentré, j'ai entendu l'un d'entre vous parler du mot acteur. Eh bien, c'est ça, il faut qu'on se transforme en acteur. Mais pour le faire efficacement, il faut comprendre ce qui se passe et ne pas avoir peur de signaler les problèmes, ce que nous avons essayé de faire. Merci beaucoup et merci pour votre patience.